FPI, j'ai bien sûr décidé de militer au FPI parce que en notre période estudiantine, c'était pour nous le creuset de toute notre espérance, de toutes nos espérances. Je pourrais me classer parmi les militants de la deuxième génération, à la limite, puisque j'ai fait mes premiers contacts avec le FPI en fin 88. En fin 88, j'étais jeune étudiant à l'École nationale d'administration et je l'ai toujours dit, mon parrain au FPI, c'est le ministre Yabi, c'est lui qui m'a envoyé au FPI. Mais bien avant, j'avais fait mon idée. Je me rappelle très bien d'ailleurs qu'un jour j'étais à la Riviera, nous loin du président de Laurent Gbagbo, et j'ai rencontré des journalistes. J'ai rencontré des journalistes européens qui le cherchaient et qui m'ont dit: est-ce que vous pouvez me connaître chez M. Laurent Gbagbo? Pour un jeune étudiant, c'était une grande joie. Et donc je suis allé les conduire chez le président Laurent Gbagbo. J'avoue que j'entendais parler de lui, et c'est la première fois, et là il venait d'arriver d'exil, que j'ai pris contact avec lui directement. Et à partir de ce jour-là, j'avais ma conviction par rapport à la personne et à l'homme. Et quand le ministre Yabi, qui était parmi les recruteurs, on l'oublie, c'est même lui qui a recruté Afinguessan, il est venu d'Afinguessan au FPI. Quand le ministre Yabi m'a contacté, j'étais jeune étudiant pour mener quelques activités, et bien oui, je suis allé parce que j'avais déjà rencontré l'homme, j'avais déjà entendu parler de l'homme, mais surtout, quand il m'a exposé le projet de société de l'SPI, j'ai totalement adhéré. Et donc je pense que c'était parce que j'étais très jeune, j'avais à peine la vingtaine, et après pour des raisons professionnelles, j'ai dû être un peu écarté du pays, pour des raisons professionnelles, je n'étais pas très disponible. C'est pourquoi certaines personnes pensent que je suis très neuf, troisième génération. Je pense même que je suis, en tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les étapes de l'SPI, depuis la petite partie clandestine et la partie officielle de 90, j'ai participé à toutes ces manifestations. J'ai gravi tous les échelons des partis. J'ai été secrétaire de base, j'ai été d'abord secrétaire chef de l'organisation de base, secrétaire de base à la Cité des Arts, et puis membre du comité central. J'ai évolué totalement au sein, donc, de façon régulière au sein de la famille FPI. Nous étions en 1920, la fin des années 80. C'est vrai que le président Oufou était finissant, c'est vrai, mais le PDCI, c'était quand même c'était encore une machine puissante. Et nous ne trouvions pas, moi personnellement, je ne me trouvais pas du tout dans l'idéologie du PDCI, dans la vision de la construction du PDCI. Est-ce parce qu'à un moment donné, Oufoué ne portait plus l'espérance des Ivoiriens ou des Africains? Après, nous, de notre génération, nous ne nous retrouvions plus en lui. Et on pourrait dire que véritablement pour nous, le FPI était un moyen de rupture et il correspondait parfaitement à la vision que nous faisions. Des combats futurs, des combats pour l'Afrique, des combats pour la jeunesse, pour l'Afrique, pour l'humanisme, tout ce que nous pouvons imaginer comme valeur de société. Et pour nous, c'était très important que nous puissions, en ce moment-là bien précis, opérer notre choix en tenant compte, bien sûr, donc, de ces valeurs. Donc pour nous, le FPI a été celui qui nous a permis donc de faire naître en nous la fibre politique et surtout de nous orienter vers un destin que nous-mêmes nous croyons, qui était le destin de la Côte d'Ivoire, le destin de l'Afrique, et qui est resté constant comme l'acte de combat du président Laurent Gbagbo et du FPI. Donc pour moi, j'ai été profondément meurtri. Et pour moi, c'est la plus grande manipulation de l'opinion qui puisse faire, qui ait pu être montée et prospérer dans le monde. C'est l'une des plus grandes manipulations et dont la Côte d'Ivoire est victime. Je l'ai dit parce que je suis du Nord. Et ça, personne ne peut me le contester. Je suis du Nord. Mon village s'appelle Arikoka. C'est dans Niakara, vous allez, vous trouvez mon village, vous trouvez toute ma généalogie là-bas. Je prends tout mon aide le plus sérieux parce que pour moi, ça a été la blessure profonde qu'on n'aurait pas portée à la Côte d'Ivoire. Surtout qu'elle est factice
en portant des termes aussi violents qui ne sont pas vrais sur l'inclusion, la prétendue exclusion des populations du Nord. Pour moi, ça a été la blessure la plus violente. J'ai pris contact avec cette idéologie, du moins cette prétendue idéologie, et dont évidemment il y avait des gens qui pensaient pouvoir en développer une contre-idéologie qui était manifestée par la Charte du Nord. En 92, j'étais tout jeune fonctionnaire, et entre midi et deux, quelqu'un est venu glisser sous mon bureau un document. Je l'ai pris, je l'ai lu, mais j'ai été totalement traversé par un sentiment à la fois de honte, et puis des malaises profonds. Parce que je ne pouvais pas imaginer que des Ivoiriens puissent dire ces genre de situation. Je n'étais même pas encore Bédié qui était au pouvoir. Je parle d'une période où le président Oufoué était encore président de la République et le premier ministre s'appelait Ouattara, l'ancien chef d'État de Côte d'Ivoire. Et vous imaginez quelqu'un qui a vécu dans une société aussi harmonisée. Nous n'avons jamais pu connaître nos meilleurs amis, on les trouvait partout. Il n'y avait jamais ce tact ethnique, encore moins religieux, l'axe ethnique et religieux, qui pouvait. Nous n'avons jamais senti ce tact-là comme étant un élément fédérateur, parce qu'il n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Il faut que le monde entier sache que c'était la plus grande manipulation qui puisse avoir existé. Et je vous donne tout simplement quelques exemples pour que les gens comprennent. Je ne peux nullement accepter que ce soit sous le règne de Oufoué, sous le règne de Bédié, sous le règne de Bédié, et sous le règne, encore moins sous le règne de Babou, qu'on ait parlé d'exclusion de la Côte du Nord de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai du tout. Et je vais vous donner des éléments pour que le monde soit informé. Quelques exemples. Donc, les frères, c'était un système ingénieux, imaginé par le président Oufoué, pour lutter contre les disparités. C'est-à-dire que vous prenez le même projet. C'était en fait des efforts concertés, c'était une démarche participative où l'État participait donc à la construction régionale par des projets sociaux, d'écoles, maternités, hôpital, dispensaires, ainsi de suite, pompes villageoises, ainsi de suite, ouverture des voies dans les villages. Ce fonds permettait donc à l'État de financer une partie de ces projets et aux populations de participer à nos projets, sur notre partie. Donc, les francs permettaient en ce moment-là à l'État de participer donc à ces opérations d'ordre social, de développement d'ordre social, avec la participation des populations. Alors, vous savez comment ça s'est passé? Vous prenez un projet de construction d'une école. Et si elle doit faire 20 millions, je vais l'expliquer pour que les gens comprennent. 20 millions. Si le projet est réalisé au sud, dans la Basso, à l'est ou au sud-ouest, et ainsi de suite, les populations participent à hauteur de 70 à 75%. Et l'État participe à 30%. Quand le même projet est réalisé au nord, c'est l'inverse, les populations cotisent 20 ou 30%, l'État participe à 70%. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le fait en tenant compte des capacités contributives des populations. Et grâce à ces projets, à cette idée-là, les projets comme tels ont été vraiment réalisés et conduits à terme le nord. Les écoles ont été construites. Beaucoup d'efforts ont été réalisés. On a imaginé, on peut dire après que la gestion n'a pas été intéressante, même des projets comme les sous de sucre qui ont été créés dans le Nord pour essayer d'apporter l'emploi et le développement au Nord. Et quand le président Gbagbo est venu, il en a fait mieux, puisque lui, il allait carrément dans le système de la décentralisation. Et on a vu des villages qui normalement ne pouvaient même pas remplir les conditions pour accéder donc, et pour bénéficier du statut de commune ou même du département. Mais compte tenu de sa volonté de faire de la décentralisation son acte de développement, il a donné ses communes, ses conseils généraux au département du Nord. C'est-à-dire que
peut-être que je me trompe, mais je ne voudrais pas qu'on voit en moi quelqu'un qui est tellement passionné par sa position politique qu'il dit des contre-vérités, mais vous pourrez interroger d'autres personnes sur la question. Moi, je suis du Nord. Je ne me suis jamais senti exclu. Et je ne crois pas, on ne pourra jamais me montrer un seul cas d'exclusion qui soit idéologique. Voilà, parce qu'à la limite, c'était ça, puisqu'on l'a attaqué pour des choix idéologiques, comme si on avait décidé, comme ça, de planifier une politique d'exclusion du Nord. Ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, pour moi, c'est la plus grande manipulation. Et quand on surfe sur des termes aussi dangereux, ce qui arrive à une société, ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit que la crise ivoirienne, elle est factice. Parce qu'elle s'est fondée sur des éléments qui sont en eux-mêmes faux depuis la base. Voilà ce que je peux utiliser l'exclusion. Et j'en ai été maître. Les promoteurs de cette charte du Nord sont encore là. Et malheureusement, je me rends compte que mon pays continue. Mon pays continue aujourd'hui, puisque le chef d'État qu'on interroge en France, qui dit ah oui, ben, lui fait la promotion exclusive, quasi exclusive des gens de chez moi, du Nord, pour faire du rattrapage. C'est vraiment son expression, de faire du rattrapage. Vraiment, je crois qu'on n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. Donc, vous avez été coopté dans le gouvernement à Kingo, à une période assez particulière de l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans le contexte d'une crise post-électorale. Quel a été votre ressenti en tant que militant, en tant que citoyen? Bien. Il faudra peut-être le voir à deux niveaux. Il y a ma personne, c'est-à-dire que vous convenez que la nomination d'un membre de quelqu'un dans un gouvernement, forcément, ça vous donne une satisfaction personnelle, puisque c'est quand même un acte fort de reconnaissance du président Laurent Gbagbo à mon endroit. Et ça, je lui saurais infiniment gré de cette marque de confiance. Ceci dit, ça a été également une période de difficulté. Quand je parle de nous, je ne veux pas m'individualiser, je parle de l'équipe conduite par le Premier ministre Akenou, que j'ai découvert. On se rencontrait plusieurs à la fac, on le connaissait en tant qu'enseignant, mais je n'avais pas ce contact direct avec lui, et que nous avons découvert d'un homme d'une rigueur incroyable. D'une rigueur incroyable. Quand j'imagine que cette personne venait en prison, je m'imagine le gâchis que nous faisons dans nos pays. Donc, nous devions répondre à un certain nombre de défis qui nous étaient lancés. Des défis d'ordre intellectuel et d'ordre même personnel. Et ça a été pour nous, ces 4 mois, je pense à ces 4 mois de gouvernement, ont été pour nous, je dirais, un élément initiatif supplémentaire dans notre parcours sur la Terre. Et nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous avons vu la laideur, c'est que la laideur du monde dans lequel nous évoluons, nous avons évolué dans cette injustice-là, parce que c'est une grosse injustice, la situation que nous avons vécue en tant que ministre, de voir comment on peut mettre une pression inutile sur un peuple contre un pays. Et surtout, mais l'élément important, j'ai découvert que la Côte d'Ivoire a beaucoup de qualités, de techniques, de haute qualité humaine, et que s'il y a une bonne gestion qui est faite de ces ressources humaines ivoiriennes, nous sommes capables d'éviter tous les défis. Et je pense même que ça vaut pour toute l'Afrique. C'est vraiment l'une des grandes leçons que j'ai retenues de cette période. Vous avez été en première ligne dans la crise des banques. Est-ce que vous pouvez raconter un peu de quoi il s'agissait? C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une sorte d'embargo financier. Avant l'embargo total sur la Côte d'Ivoire, vous avez été en première ligne dans la nationalisation des banques qui
qui avait fermé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé avec la BCEAO, avec les banques commerciales, pourquoi vous avez réagi ainsi, et quels étaient les dangers que notamment les dangers humanitaires, que ces mesures bureaucratiques-là représentaient? Il faut dire que la question des banques, la fermeture des banques, comment nous avons le combat, il faut le dire, le combat mené par le gouvernement Akimbo sous la supervision du président Laurent Gbagbo, a commencé, comme toutes les crises ivoiriennes, par des questions, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui s'invitent dans un débat qui n'est pas le leur. Quand vous prenez la BCEAO, les textes de la BCEAO, il faut que tout le monde le sache. Aucune instance de la BCEAO n'a capacité de désigner qui est le président d'un État. Ça n'existe pas. J'ai tous les textes de la BCEAO. Ça n'existe pas. Donc, on fait une élection dans un pays. L'organe constitutionnel, c'est celui qui donne l'onction légale. Parce que l'onction populaire est donnée par le peuple. Celui qui donne l'onction légale dit oui, au vu des résultats des choses, moi, le juge suprême, au vu des résultats ou des éléments de la position juridique, que c'est telle personne qui a gagné les élections. Nous n'avons rien inventé, c'est comme ça dans tous les pays du monde. Le dernier mot lié au Conseil constitutionnel, comme ça a été pour les élections en France. Et puis, le 23 décembre, des ministres, je dis bien des ministres, des noms qui sont nommés par des présidents de la République, sur une rencontre à Bissau, en Guinée-Bissau, et sortent d'une décision là-bas, sous l'indication de l'ambassade du quai, il faut dire les choses telles qu'elles sont de l'Élysée, parce que ce jour-là, nous avons tous les éléments, toutes les preuves que l'ambassadeur de France en Guinée-Bissau était présent pratiquement dans la salle. En ligne, il n'était pas sûr, il y avait même un émissaire de l'Élysée qui était venu. Il était venu de Christian Lagarde. Et il décide, des ministres, de contester la décision du Conseil constitutionnel du Côte d'Ivoire et de choisir eux, celui qui estime être le président de la République. Je suis financier, je suis économiste, je suis juriste. Pour moi, c'était également, j'estime, une agression inacceptable de la part de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. La Côte d'Ivoire ne peut pas accepter cela. Parce que c'était illégal. Aucune instance, même pas le conseil, même pas la conférence des chefs d'État, qui est l'organe suprême, n'a compétence pour prendre une telle décision. On prend une telle décision le 23 décembre. Et on l'applique, on dit désormais, tout, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas la signature. J'ai été tellement ahuri, on ne connaît pas la signature du Gbagbo. C'était une expression courante. Gbagbo ne signe pas la BCEAO. Aucun président de la République ne signe à la BCEAO. Moi-même, le ministre, personne ne signe à la BCEAO. La BCEAO, c'est la banque, c'est une banque centrale, comme son nom le dit. C'est une banque primaire, c'est la banque des banques. Il y a deux acteurs de la BCEAO essentiels. Vous avez l'État, à travers les trésors, et les banques. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un cours long, c'est les deux qui rentrent au niveau de la BCEAO. L'État intervient, pas par le ministre des Finances, le ministre signe des documents, quand on va faire des adjudications, des bons du trésor, il ouvre l'ouverture des documents pour permettre l'opération. Mais les rapports entre la BCEAO et l'État, ce n'est pas le ministre, c'est la direction générale du trésor qui est, si vous voulez, la banque de l'État, qui ouvre un compte là-bas et qui est géré par des fonctionnaires qui ne sont même pas, qui sont des agents comptables publics. Qui veut dire quoi? Le comptable public, ça veut dire quoi? C'est lui qui gère la monnaie et les finances de l'État, mais il a une obligation. C'est-à-dire qu'un comptable public ne peut pas quitter son poste s'il n'y a pas eu de passation. Ce n'est pas possible. C'est une signature. Tant qu'il n'y a pas un nouveau comptable public, il ne peut pas du tout, alors pas du tout, il ne peut en aucun cas décider de prendre, de quitter son poste. On est dans une situation, ces fonctionnaires étaient là, nommés pour certains depuis un bon moment,
des ministres s'asseyent quelque part un matin. J'ai vu des ministres. On dit, bon, non, on ne vous connaît pas, on attend que des fonctionnaires qui sont nommés par M. Ouattara. Nous avons entendu que ce n'était pas possible. Et j'ai dit ça là, c'est une défi à la fois intellectuelle et technique qu'on a dans la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En voyant les choses, nous savions comment les choses devaient venir. Il y a eu cette réunion. Après, il y a eu la réunion du 7 qui s'est tenue à Bamako. Parce que celle du 23 n'avait pas donné d'effet. On leur a écrit immédiatement pour dire, vous n'avez pas compétence pour ça. Vous n'avez pas compétence. Et nous avons saisi, le ministre des Finances a saisi, et le gouverneur de la BCEAO, qui était notre compatriote, vous dit, vous ne pouvez même pas, vous n'avez pas compétence, et tous ceux qui, personne, aucune structure n'est compétente pour nous refuser ce droit-là. C'est une loi sur la Côte d'Ivoire. On fait quand même 40% de la BCEAO. Il ne faut pas nous traiter de cette façon. Donc c'est réuni à Bamako. Comme les 4 chefs d'État, même pas peut-être 3 ou 3 chefs d'État, je n'ai pas tous les chiffres. Et c'est là où il débarque, notre compatriote, qui pensait qu'il était complice. Or, dans la réalité, c'est parce qu'il savait qu'il n'avait pas de marge de manœuvre possible, puisque la loi était pour nous. La loi était pour nous. Il s'est posé à des poursuites graves, la loi était pour nous. Et là-bas, à Bamako, on débarque et on nomme son adjoint. Alors, nous savions que les choses allaient changer, puisque son adjoint était l'homme de Blaise Compaoré. Les choses allaient changer et qu'il fallait que nous réagissions très vite. Quand on a nommé, nous sommes allés, nous sommes allés le président de la République, nous avons dit le président de la République. On a vu avec le ministre, il faut que nous ne pouvons pas laisser les Ivoiriens souffrir de cette façon. Nous faisons quand même 40% de la masse monétaire de la BCE de l'UEMOA. La BCE, c'est la vente de l'UEMOA. On ne peut pas accepter cela. Donc nous avons regardé dans la législation et l'une des options qui nous étaient données était l'option qu'on appelle donc la réquisition. Parce que nous n'avons pas nationalisé la BCEAO, nous avons réquisitionné la BCEAO. Le personnel ivoirien que nous avons réquisitionné sur la base d'un décret qui date de 1964 qui permet à l'État, en cas de situations difficiles qui sont des questions de nature à perturber le fonctionnement de l'État, donc pouvoir au gouvernement de réquisitionner les nationaux pour travailler. On a pris cette réquisition, nous avons appelé cette réquisition entre le Conseil des ministres, et on devait l'appliquer le lendemain. Entre-temps, le nouveau gouverneur de la BCEAO qui est arrivé, il a appelé tous les cadres pour leur dire de ne pas venir travailler à la BCEAO. Il a passé le coup de fil à tout le monde. Nous nous sommes partis sur les antennes pour lire la réquisition et appeler au travail. Tenez-vous bien ce jour-là. Plus de 95% du personnel ivoirien et même parfois d'Africains sont des travailleurs. Contrairement à ce que les gens pensent que la BCEAO a été forcée, pas du tout. Ils sont venus travailler. Le matin, la police, premièrement, exécuter la réquisition. Le ministère de l'Intérieur, en ce qui concerne la police, le ministère de la Défense pour la gendarmerie et le ministère des Finances concerne donc l'aspect financier, l'aspect bancaire, c'est sous la tutelle du ministère des Finances. Nous avons fait opérer à l'ouverture de la banque. C'était opéré sans facture, infractionné, c'était totalement en pleine journée. Et nous avons fait une réunion, nous avons lu la réquisition. Et quand on a lu la réquisition, l'affaire a explosé de joie. C'est ce jour-là, moi j'avais la conviction, je savais que le président va avoir les élections, mais ce jour-là m'a donné encore plus de conviction. Et nous n'avions même pas le droit de reculer parce que ces personnes étaient décidées à travailler. Elles ont repris le système de la banque ensemble. Alors l'autre solution que les banques de Dakar a trouvée, c'est que le système informatique, ils jouent par système informatique parce que tout est centralisé à part Dakar. Et les agences, les succursales nationales sont en rapport avec Dakar par des canaux informatiques. Dakar contrôle tous ces systèmes. D'abord, il annule le système informatique. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus, et ça ne permet même pas aux banques d'avoir accès à leur position pour fonctionner. Je résume pour ne pas rentrer dans les éléments techniques. Il fallait que nous imaginions le système. Nous avons appelé le personnel et nous avons dit revenons au système bancaire. C'est très simple. La banque, c'est rien. Et c'était la question de la compensation. Les gens faisaient penser que c'est un chez moi, c'est rien du tout la compensation.
Quand tous ceux qui ont fait même une année de sciences éco, ou la première année de l'ENA, ils savent comment ça fonctionne, la compensation. On ne peut pas nous effrayer avec ça. On a parlé beaucoup de la France-Afrique. Est-ce que vous l'avez vu de vos yeux? Oui, j'ai vu la France-Afrique de mes yeux. J'ai vu comment ce système est fait à la seule couverture unique de la France. Ça, c'est vraiment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je l'ai vu comment nos systèmes financiers restent totalement sous domination, exclusivement dans l'intérêt du développement de la France. J'ai vu comment ce système fragilise, c'est-à-dire que ce n'est même pas qu'un seul fonctionnaire en France, le Quai d'Orsay, peut bloquer tout un pays. Je l'ai vu. J'ai vu la France-Afrique de mes yeux. Et ce que nous avons vécu ces 4 mois, c'était une bataille contre ces réseaux pervers. Alors, j'ai vu la France-Afrique le jour où Christine Lagarde m'appelle au téléphone. Alors, monsieur le ministre Dibi, puisque j'occupais le bureau du ministre Dibi, je me suis là par écrit. Ici, le ministre Christine Lagarde. Oui, mais ce n'est pas le bureau de Dibi, Dibi n'est plus ministre. Oui, c'était pour lui demander, lui donner quelques instructions, l'expression, quelques instructions. Ah, vous voulez donner des instructions au ministre Dibi? Oui, je vais donner des choses. Nous avons quelque chose à nous dire. Bon, monsieur le ministre n'est plus ministre des Finances. Je ne sais pas si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous appelez en Côte d'Ivoire. En tout cas, le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire s'appelle Désiré Dallo. Et là, vous êtes dans le bureau du ministre chargé du budget, il s'appelle Colé Katina, le ministre Dibi n'est plus ministre. Donc, je ne sais pas, tu peux vous l'appeler sur son portable pour donner les instructions, si c'est personnel, mais pour l'État de Côte d'Ivoire, il ne répond plus à ça. Vous imaginez comment un chef d'État, un ministre d'un pays peut appeler un autre pays, dans un ton à la limite, comme s'il parlait à son collaborateur. J'ai vécu ça. C'est ça, c'est triste, ce système. On a parlé à l'époque de création de la monnaie ivoirienne, une monnaie ivoirienne indépendante de la France. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'elle était déjà prête, qu'elle aurait été prête le 15 mai s'il n'y avait pas eu les événements du 11 avril? Oui, je suis obligé de dire, si on n'avait pas les événements du 11 avril et que la BCEAO continuait de cette façon, le 15 mai, nous avions notre monnaie. Et ça, nous n'avions pas le choix. Nous n'avions même pas de choix. Parce que, à un moment donné, nous serions en rupture de coupure d'argent. On aurait été en rupture de coupure d'argent parce que la BCEAO est alimentée, notre circuit est alimenté à partir de Dakar, qui commande par rapport qui renouvelle. Et la sortie de la masse monétaire en Côte d'Ivoire est énorme, puisque la bancarisation n'est pas forte. C'est-à-dire que les instruments de paiement autres que le numéraire sont très faibles. On n'utilise pas la carte, les chèques, on a peur des chèques, donc tout le monde en espèce. Donc il y a beaucoup de circulation de monnaie. Et le système qu'on a mis en face en nous assistant, c'était ça, empêcher la BCEAO de pouvoir recycler la monnaie et d'avoir des nouvelles monnaies, de sorte que nous soyons en rupture de monnaie fiduciaire. Et est-ce que cette monnaie ivoirienne pouvait marcher? Ah oui, contrairement à ce qu'on dit, elle aurait pu marcher et totalement marcher. Contrairement à ce que la monnaie ivoirienne, contrairement à ce que les gens pensent. Et je pense que d'ailleurs, avant que je n'aille plus loin, l'une des raisons de la guerre précipitée était celle-là. Les gens savaient. Ils savaient que le 15 mai, la Côte d'Ivoire aurait eu sa monnaie. Et alors, ça aurait intégré toute la sous-région. Pourquoi? C'est très simple. Quand le Burkina vient au port d'Abidjan pour dire je vais faire des opérations, l'opérateur économique burkinabé, il est obligé d'utiliser la monnaie ivoirienne. Quand le Malien, le Nigérien vient vendre ses bœufs en Côte d'Ivoire, il est obligé d'utiliser la monnaie ivoirienne. Quand sa population burkinabé qui est là, qui opère en Côte d'Ivoire et qui fait la richesse pour exporter vers leur pays, dans le cas de la solidarité africaine, pour lequel je suis totalement d'accord, je ne suis pas opposé à cela, la solidarité africaine nous oblige à cela, et c'est la seule façon pour nous de nous en sortir, et le faire en monnaie africaine. Quand vous avez 40% de la masse monétaire qui circule, qui vient d'un pays, forcément, vous détenez 40% de l'économie. Ça veut dire quoi? Que la monnaie que nous allons créer dans les villes, une devise. Forcément, il y a des choses, ou bien les autres nous suivaient, disent au coup, nous, on adopte cette monnaie.
Ou alors elle utilisait comme devise, mais elle s'imposerait d'elle. Le dollar s'impose, c'est un exemple rapidement, s'impose parce qu'il y a l'économie américaine. Puisque tout ce que vous voulez faire, vous le faites en dollars. Donc vous êtes obligé d'avoir du dollar en devise chez vous. Donc la monnaie allait parfaitement marcher. Ça, nous n'avons aucun doute là-dessus. Le problème que nous aurions eu et pour lequel nous avions dit à la solution et la parade, c'était que le gouvernement français refuse de nous rétrocéder notre position nette qui était dans notre trésor, qui était de l'ordre de 2 000 milliards de francs CFA. Ça, ils auraient pu, bon, et comme c'est dans ce conflit-là, ils auraient pu dire non, nous ne sommes pas d'accord, et puis et nous avons déjà trouvé la formule. Nous avons trouvé la parade. Donc le 15 mai, s'ils n'avaient pas fait ça, nous étions partis. Et c'est pourquoi ce gouvernement-là, je suis malheureux qu'on n'ait pas laissé ce gouvernement faire ce qu'il avait envie de faire pour venir aux Ivoiriens. Le 15 mai, nous avions envoyé notre monnaie et elle allait marcher. Ok. Alors, aujourd'hui, vous êtes en exil. Vous êtes le porte-parole du président Gbagbo. Comment vivre en exil et porter cette parole-là? Vous rencontrez des dirigeants africains, comment vous êtes accueillis et comment vous le vivez vous-même personnellement? Ok, en tant que porte-parole du président Gbagbo, je suis en exil, lui en prison. Alors, nous sommes dans un exercice très difficile. Je disais à un ami, je dis c'est la quadrature du cercle. Comment faire pour faire un cercle? Transformer un cercle en carré, c'est très difficile. Trouver 4 côtés à un cercle, c'est très difficile. Parce que il faut savoir, au plus profond de vous-même, ce qui fait que l'homme pour lequel vous portez la parole, quel est son combat. Savoir lire dans son absence, dans son silence, qu'est-ce que je vais dire, et il faut apporter ce message. J'ai été nommé porte-parole par le président Laurent Gbagbo le 26 mai. J'ai été informé le même jour par coup de fil. Et le 7 mai, et le 7 juin, on m'a envoyé l'acte de nomination, puisque des personnes qui étaient là-bas m'ont envoyé l'acte de nomination qui comptait à peu près ma feuille de route. Donc je savais ce qu'il avait à faire. Donc je suis resté dans cette logique. L'acte est clair, et je l'ai dit devant tous les gens. Le président Gbagbo m'a dit, je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Sur le plan du droit en Côte d'Ivoire, je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que je suis en prison que ça a changé. Le droit reste le droit. Donc quand tu parles au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, même s'il est en prison. Évidemment, c'était une grande responsabilité pour nous. Je n'ai aucun mérite particulier. Il est vraiment chez soi souverain. Je ne sais vraiment pas pourquoi. J'attends d'ailleurs qu'il sorte et lui dit, monsieur le président, pourquoi vous mettre une telle charge sur mes frères d'épaule. Mais en tout cas, j'ai fait comme vraiment une marque de grande sympathie. Et il fallait maintenant que je puisse travailler dans ces milieux-là. Rencontrer effectivement des chefs d'État africains qui sont sensibles à la question. Rencontrer même le milieu moyen, politique moyen de nos États, pour parler avec eux. Et garder cette constance-là. Surtout avoir la bataille que nous avons menée. Parce que le schéma était très simple. Le schéma de Sarkozy et de M. Ouattara était très simple. Il faut que Gbagbo soit écarté du débat politique. Tout le schéma est là. Tout ce qui soit la CPI pour répondre à ce souci-là. Gbagbo doit être écarté d'une façon ou d'une autre. Si on n'a pas pu les tuer dans le bombardement, il faut qu'on les écarte d'une façon ou d'une autre. Moi, mon rôle, c'était de faire tout pour que Gbagbo revienne à la politique. Et qu'il devienne l'élément essentiel des débats politiques. Et ça, à ce point-là, c'était la mission qu'il m'a donnée. Et c'est dans cet acte-là que je suis. C'est la feuille de route qu'il m'a donnée. Parce qu'on ne peut pas le faire taire comme ça. Donc voilà un peu comment nous travaillons. Et c'est extrêmement difficile. Parce que je suis persécuté. Je ne suis pas le seul. Tous nos amis, mon ami qui est là, le ministre Vilana, nous sommes tous persécutés. Nous sommes restreints dans nos mouvements. Mais malgré cela, nous devons tenir. Et nous devons faire ce combat-là. Parce que l'homme dont je porte la parole, en a mené de pire que ça. Il en a mené de pire que ça. Donc moi, à la limite, j'ai eu la chance de ne pas me trouver en prison. Ben, il faut que j'apprenne à vivre avec ces contraintes-là, ces difficultés, pour pouvoir porter ce message qui est illustré. Parfois dans des conditions difficiles, mais je le fais vraiment avec beaucoup de joie, parce que je pense que moi, ça, je dois à ces messieurs-là. Et beaucoup d'Ivoiriens doivent beaucoup de choses à ces messieurs. Et pour lui, nous devons accepter vraiment tous les sacrifices et toutes les restrictions. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter, pour finir, votre 11 avril? 11 avril, c'est une date importante, 11 avril 2011. Oui, alors, le 11 avril 2011, pour moi, marque
c'est à la fois une date de tristesse, mais une date d'espérance pour moi. Moi, j'ai l'honneur de voir le président le 10 avril. Il voulait me voir de ma cachette. Je me suis masqué et je suis allé rencontrer le président de la République. Il voulait me voir. Le président de la République il est resté président de la République avec toute l'autorité qu'il avait. Quand je suis allé voir, parce que je l'avais vu le 4, je l'ai vu le 31, je l'ai vu le 4 et je l'ai vu le 11, le 10. Quand le 10 est arrivé, j'ai vu la résidence du président de la République. En fait, on ne peut pas porter traitement à un homme. Comme Gbagbo, dont on connaît son sens d'humanisme, la valeur de son combat, on ne peut pas accepter ça. Tout le pan de la maison était totalement, le palais était, le pan collé à la résidence du chef de l'ambassadeur, c'était déjà fessé. Il y avait la fumée. Le pan collé à la résidence de l'ambassadeur de France. De France, l'ambassadeur de France. C'est tombé. On m'a montré le lieu où le porte-parole des forces militaires, le colonel Babri, a été tué par des snipers postés depuis la résidence du chef de la résidence de l'ambassadeur de France. On m'a montré le lieu. Je suis rentré dans la résidence. Mais j'ai rencontré un homme. Et c'était ce jour-là, quand je suis sorti, mais d'où dit ce monsieur, d'où il dit cette force et cette conviction? Ça fait 10 jours qu'il était sous le bombardement. Mais vous lui parlez et vous ne voyez aucune rancune, haine ou ressentiment en lui. Il continue de nourrir des ambitions, il m'a donné des instructions pour nourrir les ambitions de la Côte d'Ivoire. Et je suis parti du président de la République vers 15h30. Je n'avais même pas encore atteint l'école de police quand les premières bombes ont commencé sur sa résidence. Je suis resté, je suis allé me débrouiller pour retrouver ma cachette. Je me suis enfermé. Et c'est le lendemain vers 15h, vers 11h, 13h qu'on m'a appelé, le couple d'amis qui m'avait hébergé m'a appelé, on me dit qu'on a arrêté le chef. Évidemment, toute la nuit, j'étais resté en ligne avec tout Tago, j'ai beaucoup parlé avec Tago, personnellement, avec Boubacar. Je suivais les mouvements. Et puis quand on m'a dit, je l'ai vu à la télévision, cette image qu'on a voulu humilier, j'ai ce sentiment-là. Je dis, c'est une grande journée de tristesse, mais ça doit être vraiment un jour d'espérance. Parce qu'il n'est pas mort. Et c'est là qu'on me rappelle le soir. Je fais un coup de fil qui me disent qu'on nous demande d'aller nous retrouver puis à l'ONU nous demande de nous retrouver à l'hôtel, dans un hôtel de la place, sous sa protection. Alors ça, j'ai trouvé ça, pour moi, c'était la dernière provocation du tout. Mais moi, j'ai vu les soldats de l'ONU faire la guerre, ce jour-là. Je les ai vus tirer sur nos soldats. Je ne pouvais pas me constituer sous la protection de quelqu'un qui venait de me faire la guerre. J'ai dit à toutes ces personnes qui m'ont appelé, je dis, je n'accepterai jamais ça. Je n'accepterai jamais ça. Je vais être cohérent avec moi jusqu'au bout. Pour moi, je faisais partie d'un gouvernement qui avait demandé à l'ONU de partir. Donc, je n'avais plus besoin de la protection de l'ONU. Je lui ai dit, pour moi, s'il me tue, je vais me tuer. Mais s'il ne me tue pas, moi, je vais en exil. Mais je vais en exil pour continuer le combat. Je n'ai pas les moyens de mener les armes contre eux. Nous n'avons pas cette culture en nous, le combat armé. Mais le combat des idées, nous allons le mener. Et pour nous, le combat est loin d'être fini. Donc, pour pourquoi je dis le 11 avril, il est le jour d'espérance pour nous. C'est un jour d'espérance. Alors, il fallait que nous organisions pour faire sortir ma famille. Et puis pour nous débrouiller pour sortir. Voici comment nous avons vécu. Et moi, de ma position, là où j'étais, je voyais tous les bombardements. J'ai vu comment les camps à Kouédou ont été détruits. Je n'étais pas loin. J'ai tout vu. Je ne peux pas accepter que l'ONU, je ne peux pas donner cet acquis moral à l'ONU. Je ne peux pas l'accepter. Et je crois que je ne suis pas le seul. Tous ceux qui sont sortis ces jours-là ont refusé ça, cette reddition-là, de cette façon-là. On ne peut pas le faire, pas l'ONU. Voilà comment j'ai vécu dans mon vie.